Docteur Saadou, vous pouvez commencer. Oui, c'est bon, c'est Docteur Raja qui va. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. En ma personne du Docteur Raja, vice-président de l'association des médecins privés de Chlef, c'est avec un grand plaisir et une grande joie que nous allons assister aujourd'hui ensemble. Et on est très heureux d'être parmi vous à ce troisième webinaire qui sera dédié à nos confrères et consoeurs de la chirurgie dentaire. Tout d'abord, je vais vous donner quelques nouvelles. La première, c'est notre ami Dr Bakhaled qui se remet depuis chaque jour en bonne santé, Inch'Allah Rabbi Shafih, ainsi que notre confrère Dr Jafar, aussi chirurgien dentiste. Il est sorti aujourd'hui de l'hôpital, Inch'Allah, on l'espère pour tous nos confrères et consoeurs, Inch'Allah Rabbi Shafihum. Et sans trop tarder, marhaba bikum, et je cède la parole à mon ami et frère Dr Saadou. À vous la parole, Dr Saadou. Merci, Dr Rajah. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum. Chers confrères, l'association des médecins privés de la wilaya de Chlef est heureuse d'organiser cette année le premier forum de Chlef. Comme vous le savez tous, cette année, il était impossible de l'organiser comme on avait l'habitude de le faire. Donc, nous sommes partis vers une nouvelle méthode qui est le webinaire. Pour notre session chirurgie dentaire, on a pu organiser un webinaire de 4 conférences de 20 minutes. Et après chaque conférence, on a un débat de 10 minutes. Donc, vous posez vos questions au fur et à mesure sous forme de commentaires. Et là, j'invite le docteur Aït Mouffer pour qu'il commence la première conférence. Bonjour, est-ce qu'on m'entend? Oui, docteur. Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier toute l'équipe de l'association du corps médical privé de la wilaya de Chlef. Également, merci à toi, docteur Saadou. Merci à Hakim également, Jaffer. Et à toute l'équipe technique, Riyad et Souhila. Donc, on commence tout de suite là, je peux? Oui, docteur, vous pouvez. Alors, donc l'intitulé de la communication d'aujourd'hui, donc sous sa formule e-webinar, donc c'est intéressant, cette formule est intéressante vu l'actualité sanitaire de notre pays et du monde. Donc je commence directement. L'intérêt de l'orthopontomogramme dans le diagnostic des pathologies bénignes et malignes des maxillaires. Donc on va commencer par une introduction en disant que les lésions maxillomandibulaires sont des lésions qui vont induire des altérations dans la structure osseuse des maxillaires, ce qui va modifier l'architecture de l'os et va pouvoir donner des répercussions ou des signes plutôt radiologiques au début de la pathologie, donc au stade précoce de la maladie ou de la pathologie, et plus tard, un peu plus tard, donc avec l'évolution de la maladie ou de la pathologie, nous allons avoir des répercussions ou une répercussion au niveau clinique. C'est-à-dire qu'en clair, la radio est très importante dans le diagnostic précoce de ces pathologies. Donc, les signes cliniques vont être de l'ordre de la tuméfaction exobuccale, par exemple, ou la endobuccale, ou encore des voussures, ou encore des paresthésies ou des anesthésies. Donc, la radio panoramique tient une place prépondérante dans l'investigation radiologique des pathologies des maxillaires. La prescription de ces examens, qui est considérée comme examen complémentaire, doit se faire après un examen clinique minutieux. Très important de faire son examen clinique, puisque c'est celui-ci, c'est ce dernier qui va orienter donc l'imagerie ou la prescription de l'imagerie. Donc la lecture de cette radio, ou plutôt sa lecture a pour objectif notamment de repérer d'éventuelles images pathologiques dont la découverte est souvent fortuite. Donc il est vrai que assez souvent on fait une panoramique ou un panoramique dentaire pour explorer un secteur, une carie ou quelque chose comme ça, ou alors dans une prescription, dans une indication orthodontique, et à ce moment-là, on découvre des lésions type image radio claire ou image radio opaque. Voilà. Donc, le cheminement de la prescription de l'imagerie se fait comme ce qu'on voit sur l'image, sur la slide. Donc, tout d'abord, la première intention, c'est la panoramique dentaire. C'est l'imagerie ou la prescription de première intention, l'examen de première intention.
On peut éventuellement rajouter à cela des rétroalvéolaires, des mordus ou encore d'autres incidences, telles qu'un face basse par exemple. En deuxième intention, donc une fois qu'on a la panoramique et que celui-ci n'est pas suffisant pour donc, le diagnostic, eh bien, on va demander une imagerie 3D, c'est-à-dire soit un cone-beam, soit un scanner. On n'oubliera pas, donc on ne parlera pas aujourd'hui de l'échographie, mais on n'oublie pas l'échographie qui a une importance, entre autres dans le diagnostic différentiel, par exemple une cellulite et un ganglion adénopathie, ou encore dans les pathologies lithiasiques sous-maxillaires, par exemple, ou sous-mandibulaires. Donc, l'orthopondomographie ou la panoramique ou le panoramique dentaire est de réalisation technique assez rapide et assez simple. Il suffit d'avoir donc une salle dédiée, plombée bien entendu pour éviter les soucis de radioprotection. Et puis, un patient qui doit être soit assis, soit debout selon l'appareillage, et il doit être parfaitement immobile. La lecture de cet examen radiologique doit se faire sur un négatoscope. Et enfin, il faut éviter les tirages sur papier, puisque cela réduit de la qualité de l'image. Et donc, on appréciera moins bien les éléments pathologiques sur cette radio. Quel est donc l'intérêt du panoramique? Il y en a plusieurs. D'abord, il fournit une vision globale, simultanée des arcades maxillaires et mandibulaires. Donc, la position des troncs nerveux, l'image des sinus maxillaires, des fosses nasales. Il est peu irradiant et il n'est pas très cher. Mais en revanche, la résolution spatiale qu'il procure pour chaque dent est nettement inférieure à celle d'un cliché rétroalvéolaire. Quand on a besoin d'analyser de manière précise la trabiculation osseuse, on va devoir éventuellement pratiquer une rétroalvéolaire qui peut être un complément à la panoramique. Enfin, on ne doit pas la considérer donc, comme réservée uniquement pour les patients présentant des signes ou symptômes de pathologie, donc des maxillaires. C'est un examen radiologique qui doit être pratiqué pour tout nouveau patient que l'on va prendre en charge, donc comme examen préliminaire. Utile bien entendu pour le diagnostic, également pour la thérapeutique, si on doit vérifier ou contrôler un acte thérapeutique au niveau radio, et surtout dans le suivi thérapeutique, pour ce qui nous concerne des pathologies bénignes et malignes donc des maxillaires, on doit suivre dans le temps l'évolution de ces pathologies. Il est donc applicable à tous les sujets, que ce soit le jeune enfant ou la personne âgée, si tant est que ces patients puissent s'immobiliser. Donc un patient qui peut s'immobiliser, même un jeune enfant, bien entendu, on pourra lui pratiquer une panoramique. N'oublions pas l'intérêt médico-légal, très important également, de la panoramique. Alors maintenant, on va passer à l'anatomie radiologique ou à la radioanatomie. Il faut absolument maîtriser donc ces différents éléments anatomiques que l'on retrouve sur la panoramique, tels que en 20, numéro 20 par exemple, votre condyle, l'apophyse coronoïde en 21, l'épine de Spix en 16. En 18, vous avez par exemple les fossettes mentonnières. C'est un élément à retenir parce que des fois, on a l'impression qu'il y a une image alors qu'il s'agit justement de quelque chose d'anatomique. Donc, ce sont des fossettes mentonnières. Et puis, tout ce que vous voyez comme les éléments énumérés ici doivent être maîtrisés donc, par le praticien et ne pas se tromper donc, dans son diagnostic. Nous avons également des projections donc, aériques. Il s'agit du laryngopharynx et de l'oropharynx, ainsi de la cavité buccale. On le voit ici schématiquement, et on le voit également ici sur cette radio. Je voulais un petit peu surligner avec ces deux tracés bleus. Ici, un récapitulatif des erreurs de positionnement du patient et leurs répercussions sur la radiographie panoramique, puisque sur le plan technique, on doit quand même s'assurer du respect du positionnement de notre patient. Une hyperextension, une hypoextension, une translation antérieure, postérieure, une rotation de la tête, ou encore la position incorrecte de la langue peuvent générer des artefacts et des distorsions de l'image. On va en voir quelques-unes. Ici, par exemple, vous avez des erreurs techniques donc, de positionnement, soit dans le sens vertical ou dans le sens horizontal. Vous avez une distorsion de l'image qui va nous donner des radios panoramiques inexploitables. Vous avez également la position de la langue, donc une mauvaise position de la langue ici, par exemple,
un petit peu basse, pas placée au niveau du palais, ben, on va avoir sur la panoramique une zone noirâtre qu'on peut ici distinguer à ce niveau. Des erreurs techniques donc cinétiques, donc un patient qui va bouger lors de la réalisation de notre radio, on va avoir une ondulation, comme on le voit ici sur les flèches rouges, on voit une ondulation de l'os hyoïde ainsi qu'un dédoublement de la 47. On a l'impression que la 47 est dédoublée. Et sur la photo, la radio d'en bas à droite, vous avez carrément donc la mandibule côté droit qui est anormalement, donc qui ondule. Les limites maintenant de l'orthopontomographie, donc la radio panoramique a ses limites, bien entendu. On a une impossibilité d'obtenir simultanément une bonne représentation des maxillaires dans les classes d'occlusion 2 et 3, une variabilité des distances film-objet et source-objet pour les différentes structures, d'où des facteurs d'agrandissement qui peuvent varier entre 1.2 et 1.7, ce qui fait qu'on ne pourra jamais mesurer les distances au niveau d'une panoramique, ça sera erroné, ce seront des mesures erronées. Alors, elle peut être suffisante à la mandibule, mais pas au maxillaire, car il y a trop de superposition, et le plus souvent, on va associer à la panoramique une imagerie 3D quand il s'agit d'un problème maxillaire. Donc là, les pathologies kystiques et tumorales, dans les pathologies kystiques et tumorales, la panoramique va sous-estimer les atteintes dentaires, l'extension lésionnelle et surtout la présence ou l'absence d'éventuelles densités et calcifications qui peuvent radicalement modifier donc, le diagnostic. C'est pour cela qu'on va avoir recours assez souvent à des clichés. Donc, il est intéressant d'avoir des clichés plus anciens. Cela va nous permettre de comparer deux clichés, par exemple, pris à 1 an ou à 2 ans d'intervalle. On peut apprécier l'évolution de la pathologie. Ensuite, la tomodensitométrie, bien entendu, donc l'imagerie 3D, soit un scanner, soit un cone beam, peuvent apporter donc des informations précieuses. On n'oublie pas l'IRM et la scintigraphie pour les bilans d'extension. Et enfin, un bilan biologique, il est très important dans les pathologies donc, osseuses, dans les ostéopathies en général. Un bilan donc, calcique et autres sont intéressants à pratiquer. Voilà une limite donc, de la panoramique. Par exemple, ici, on a l'impression qu'au niveau 21, on a une opacité, on a l'impression que les incisives sont là, en position 21-11, alors que les dents étaient extraites. Ensuite, même chose ici, radio avec une prothèse amovible et une épingle. On voit ici une épingle côté droit et un crochet d'une PPA qui est resté en bouche lors de la réalisation de la radiographie, ce qui n'est pas à faire, bien entendu. Nous avons aussi des artefacts tels que cette zone noirâtre au niveau de l'angle mandibulaire côté gauche, et d'ailleurs c'est symétrique, on l'a également du côté droit, et c'est un artefact, il n'y a absolument pas de pathologie là, au niveau de cette radio. D'ailleurs l'analyse d'une panoramique se fait de manière symétrique, donc il faut apprécier le côté gauche et le comparer au côté droit toujours. Encore un autre élément ici, on a l'impression qu'on a une image d'allure kystique dans ce secteur-là, alors que en réalité, il n'y a rien, puisqu'on aurait vérifié au niveau d'un scanner, et il s'agit uniquement ou tout simplement donc d'un cloisonnement du sinus maxillaire. La même chose sur cette radio, on a clairement une image radio claire, donc une image sombre. On a l'impression que c'est une image de granulome ou de kyste, mais en réalité, le scanner, donc sur une coupe panoramique scanner, quand vous voyez ici en bas à gauche, eh bien, il n'y a absolument aucun problème pathologique. La même chose sur cette panneau, on a donc un kyste maxillaire, vous voyez à l'image clinique, on a une destruction de la table vestibulaire ainsi que la table palatine, ce qui suggérerait une image radio assez sombre, puisqu'il y a une perte importante au niveau des tissus osseux, alors qu'au niveau de la radio du bas, on voit pratiquement rien. Au niveau de la radio du haut, on distingue à peine la zone kystique ici, qui devrait être radio claire, mais ça n'est pas le cas sur cette panneau. Donc les panoramiques, quelquefois, nous réservent des surprises. On va voir maintenant les pièges anatomiques, puisqu'il en existe de nombreux. On va les passer en revue rapidement. Donc les fossettes latérales. Ici, on a l'impression
qu'on a donc des images radioclaires, on dirait qu'il y a un granulome ou un kyste, alors que c'est tout simplement l'insertion des muscles abaisseurs du septum nasal. Donc, ne pas prendre cela pour une radio pathologique. Également, les fossettes mentonnières qu'on avait vues tout à l'heure, donc en numéro 18, je crois. Donc, insertion des muscles mentonniers. On a une zone noirâtre, une zone sombre, mais qui ne reflète pas la présence d'une pathologie. Également, la fossette ou les fossettes submandibulaires. Donc, vous voyez ici, au niveau des flèches blanches, là, une zone noirâtre, une zone sombre, ce qui ne reflète pas la présence d'une pathologie, mais c'est tout simplement la concavité, le creux qui existe au niveau de notre mandibule. Il s'agit donc de la loge submandibulaire. Les signes maintenant radiologiques que l'on recherche, quand on fait une panoramique, qu'est-ce qu'on cherche? On recherche la tonalité de l'image. Donc, on va voir est-ce que l'image est radio-opaque, c'est-à-dire que c'est une zone blanche donc hyper-minéralisée, composante donc avec des composants odontosémentaux ou ostéoformatrices. Est-ce que l'image est radio-claire, c'est-à-dire qu'elle présente une zone sombre, c'est-à-dire hypo-minéralisée, et avec des caractères donc d'ostéolyse ou de kyste, d'allure kystique. Ou alors, on peut avoir des images mixtes. Donc, on a une présence d'objets calcifiés au sein d'une lésion ou d'une cavité ostéolytique. On peut aussi apprécier le contour ou les contours de l'image. Est-ce qu'elle présente, cette image, des bordures nettes? Est-ce que ces bordures, cette limite présente un liseré de condensation? Ou au contraire, les limites sont floues et irrégulières? On apprécie également le caractère mono ou polygéodique. Est-ce qu'il y a une seule géode ou y en a-t-il plusieurs? Est-ce que les signes donc, dentaires existent, tels qu'une rhizalyse, des déplacements dentaires? Est-ce qu'on a donc cette lésion qui va refouler, par exemple, les éléments anatomiques tels que le nerf dentaire et les structures naso-sinusiennes, ou est-ce qu'elle va les agresser et les dépasser? Également, le caractère mono-ostotique ou polyostotique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a un seul os qui est touché ou plusieurs os qui sont touchés, le crâne, les membres, etc. Donc, quels sont les signes en faveur de la bénignité? On va plutôt pencher vers un diagnostic de lésion bénigne quand on a des images bien limitées, avec un liseré de condensation, même s'il n'existe pas toujours, des zones de transition étroites entre os sains et os pathologiques, un refoulement harmonieux du canal dentaire, bascule, télescopage des dents avoisinantes, présence de rhizalyse qui signe une usure de chronicité, ou bien une soufflure et un amincissement, voire une rupture des corticales, mais sans jamais d'envahissement des tissus. On va commencer par les lésions monostotiques, donc un seul os qui est touché, et dans cette catégorie, on peut avoir plusieurs lésions ou seulement une seule lésion. Et dans le cas on a plusieurs lésions donc, qui sont présentes au niveau de notre mandibule ou de notre maxillaire, on peut penser à des pathologies telles que le chérubisme, telles que le kératokysme ou la tumeur kératokystique, donc dans le cadre d'un syndrome de Gorlin. On peut aussi penser à l'histiocytose X ou au lymphome. Les kératokystes, donc odontogéniques ou les tumeurs kératokystiques, actuellement on les appelle tumeurs kératokystiques, donc peuvent être présents en nombre important au niveau de la mandibule et du maxillaire. S'ils sont associés à des carcinomes basocellulaires, hyperkératose palmoplantaire, des calcifications ectopiques intracrâniennes, des dysmorphies faciales, on peut être en face d'un syndrome de Gorlin-Goltz. Il se trouve que sur cette image, on a donc la panoramique ici en haut et le scanner en bas. On a plusieurs images lacunaires, donc des géodes, si vous voulez, des images radio claires, nombreuses, il y en a 5 pratiquement ici. Et on a pensé donc à ce syndrome de Gorlin-Goltz, mais en réalité, il s'agit tout simplement de multiples kystes inflammatoires, ce qui a été donc vérifié, bien entendu, au niveau de l'anatomopathologie, l'histologie. On va voir quelques images radio claires. Donc, les lésions les plus fréquemment rencontrées, donc, ce sont ces images radio claires. On distingue donc plusieurs pathologies telles que les pseudokystes, les kystes maxillaires ou les tumeurs maxillaires. D'abord, les pseudokystes. On a ici une image donc monogéodique bien délimitée au niveau d'une zone qui n'est pas dentée. Il s'agit d'une lacune de Staff. Donc, elle est causée par une portion ectopique de la glande sous-maxillaire. Nous avons 2 radios ici avant la prise en charge du patient et là en bas à droite après donc la mise en état de la cavité buccale. C'est un patient à qui on a fait les extractions et on remarque clairement
que l'image n'a pas changé. Donc, c'est une manière aussi de suivre l'évolution, mais on sait que la lacune de Stavre, ce n'est pas une pathologie, hein, c'est un problème anatomique, et donc il n'y a pas de traitement à apporter à ce patient. Donc là, on a confirmé sur le scanner, on voit ici à gauche, sur la coupe donc, coronale, l'encoche, donc l'emplacement ici de la glande donc, ectopique, de la partie ectopique de la glande salivaire. On a ici une image, donc, là où il y a la flèche, on a donc une image radio claire, bien délimitée. Donc, c'est une image qu'on a prise chez un enfant. On voit bien ici donc, les germes de dents de sagesse. Chez un enfant, quelquefois, donc, il y a des antécédents de trauma avec absence de rhizalyse et de divergence des dents. Au opératoire, on observe donc un revêtement épithélial donc, de la cavité n'existe pas. La cavité est pratiquement vide. Ou encore un contenant, un magma hémorragique, quelquefois avec présence de kystes des os longs. Donc, il s'agit ici de kystes qu'on appelle kystes osseux solitaires ou alors kystes essentiels ou encore kystes hémorragiques. Maintenant, on va voir les kystes épithéliaux non odontogènes. Vous avez ici une image radio claire, donc elle est bien délimitée. On voit bien le liseré de condensation ici. Et elle a la caractéristique d'avoir une forme en cœur de carte à jouer. C'est typiquement le kyste du canal nasopalatal, avec une divergence des dents et qui sont, bien entendu, vivantes, la qualité est maintenue. Ensuite, on a ici une image qui est presque similaire à celle qu'on vient de voir, sauf qu'elle n'a pas cette forme en forme de cœur de carte à jouer. Il s'agit ici de kyste nasolabial ou de kyste du seuil narinaire. Et pour faire la distinction entre les deux, on peut éventuellement faire un scanner. Et on voit bien que la lésion, celle-ci, est apposée sur le rempart vestibulaire maxillaire et non pas à l'intérieur. Parce que le kyste qu'on a vu tout à l'heure, kyste donc, du canal nasopalatin, donc c'est un kyste qui est à l'intérieur de l'os, alors que celui-ci est apposé au-dessus. Nous avons ici encore une image radio claire qui est localisée au niveau entre 22 et 23. C'est typiquement la localisation des kystes qu'on appelle globulo-maxillaires. Donc, la forme est un petit peu en forme en poire. Bien entendu, on peut discuter les autres diagnostics tels que les kératokystes, même les améloblastomes, mais vu le volume, vu l'âge, on va plutôt pencher vers le kyste globulo-maxillaire. On va voir maintenant les kystes inflammatoires. C'est la majorité des pathologies kystiques que l'on rencontre donc en pratique au quotidien. Donc ici en haut, la première panoramique, il s'agit d'une racine de la 35 qui présente une image radio claire. Elle coiffe un petit peu l'apex de la 35 et c'est l'image typique donc, des kystes inflammatoires avec une 35 donc à l'état de racine ou une dent mortifiée. En bas, à gauche, on voit un autre cas avec deux belles images radio claires, très très importantes. Et on voit bien que, vu la présence de ces racines multiples, on est dans un contexte de kyste inflammatoire. Et d'ailleurs, ici à droite, on voit l'anatomopathologie, donc le résultat NAPAT qui est revenu en faveur de kyste inflammatoire. Alors sur cette image, on a ce panneau panoramique, donc au centre, nous avons une image toujours radio claire, bien délimitée, avec un effet de masse, les deux dents sont un petit peu éloignées, on voit bien la compression de ce kyste, on voit bien qu'il y a une dent mortifiée, et le diagnostic, bien sûr, on va évoquer le kyste périodontal latéral ou kyste inflammatoire, et là, l'ANAPAT va vous faire pencher vers le kyste inflammatoire. On va passer aux tumeurs odontogéniques épithéliales. Donc ici, nous avons une image radio claire très importante, localisée au niveau de l'angle mandibulaire. Donc c'est une zone, on va dire, préférentielle des pathologies type tumeur kératokystiques ou améloblastome. Rappelons que quand même le kératokyste ou la tumeur kératokystique est beaucoup plus fréquente, à hauteur de 14%, donc des kystes et tumeurs maxillaires, alors que l'améloblastome est moins fréquent. Donc, c'est une image monogéotique contenant une dent incluse. Ici, on a pratiquement le même cas, donc avec une dent qui est dans la lacune. On peut parler d'améloblastome, on peut évoquer l'améloblastome, la tumeur kératokystique. Donc, une symptomatologie d'appel bruyante, avec des signes inflammatoires nets,
fait plutôt évoquer ou plutôt pencher vers le diagnostic de kératokyste. Tandis que l'améloblastome a une évolution très très étendue, il est très agressif, donc il évolue et il prend un volume important de votre maxillaire ou de votre mandibule. Sur cette image-là, on ne voit pas très clairement au niveau donc, de la zone prémolaire donc, droite. Ici, on ne voit pas tout à fait clairement ce qui se passe. Et en faisant un scanner, on a clairement la lacune ici, radioclaire, mais il se trouve que nous avons quelques ponctuations, donc des calcifications. Alors, on peut évoquer la tumeur odontogène kératokystique ou l'améloblastome, mais après le scan, le fait d'avoir donc remarqué ces ponctuations calciques, on peut éventuellement parler de fibrome sémento-ossifiant. Et bien entendu, tous ces diagnostics évoqués ne seront confirmés que par l'histologie. Donc ici, on a une image toujours radioclaire avec une dent incluse et cette image radioclaire, cette lacune, est attachée pratiquement au collet de la dent. Quand c'est le cas, on va plutôt pencher vers le kyste dentigère, mais on ne pourra jamais donc écarter la présence d'un améloblastome. D'ailleurs, les kystes dentigères, on a souvent une greffe améloblastique sur un kyste dentigère. Et donc, il faut faire attention et l'anapathe va nous faire rectifier notre diagnostic de départ. Ça, c'est un contrôle, donc après traitement de cette pathologie, donc à 3 mois, nous avons une réossification qui commence et un traitement ortho qui a été démarré pour essayer de tracter cette prémolaire. Un autre cas de kyste dentigère, donc typique, cette image qui est typique, caractéristique de kyste dentigère. Donc vous avez cette image ou cette géote qui va démarrer au niveau du collet et cet élément-là qui va nous faire pencher vers le kyste dentigère. Donc voilà la clinique, la chirurgie ici et le contrôle à 3 ans avec une réossification complète du site donc, où nous avions le kyste. Donc image multiloculaire ici en nid d'abeille ou en bulle de savon. Il s'agit soit d'un améloblastome ou d'un granulomacille géante ou encore une tumeur kératokystique sous leur forme polygéodique puisqu'ils peuvent être monogéodiques ou polygéodiques. Nous avons également évoqué un myxome ou un fibromyxome si nous avons un cloisonnement qui est géométrique, angle vif ou droit, avec un pouvoir infiltrant et un pronostic très réservé pour les myxomes et les fibromyxomes. Les lésions polygéodiques maintenant, eh bien, polyostotiques, pardon. Donc, un certain nombre de tumeurs sont potentiellement polyostotiques, c'est-à-dire qu'elle va se localiser au niveau du maxillaire ou de la mandibule. Et également, on va avoir des images ou des lésions au niveau des membres, par exemple au niveau du crâne. Par exemple, ici à droite, nous avons un myélome multiple et on a donc sur la radio du crâne des images à l'emporte-pièce, donc des lacunes à l'emporte-pièce très, très caractéristiques du myélome multiple. Sur l'image de gauche, on a une dysplasie fibreuse donc, qui a touché les membres supérieurs et on peut bien entendu avoir la même chose au niveau de la mandibule. Et un signe pathognomonique de la dysplasie fibreuse, quand elle est localisée au niveau mandibulaire, c'est le déplacement du nerf donc, alvéolaire, du canal mandibulaire, vers le haut plutôt que vers le bas quand on a des lésions kystiques, par exemple. Les images radio opaques maintenant, on va en voir quelques-unes. Ce sont des images projetées là, ce ne sont pas des images radio opaques au sein de l'os mandibulaire, mais plutôt au niveau des tissus mous, par exemple, les tensillolites ou concrétions amygdaliennes. Donc, les calculs amygdaliens sont responsables de consultation chez les chirurgiens dentistes pour des gènes, une halitose, une dysphagie, voire une odynophagie, donc une difficulté, des douleurs quand on avale. Bien sûr, si vous avez ça, vous pouvez orienter vers un ORL. On a également l'athérosclérose de l'artère carotide droite, clairement au niveau de la flèche, ici à droite donc, du patient, à gauche de l'image. Nous avons également des calcifications des ganglions lymphatiques. Ce que vous voyez là, donc au niveau à droite de notre image, sont des calcifications des ganglions lymphatiques qui peuvent avoir des origines multiples, soit des origines bénignes telles que tuberculose, sarcoïdose, ou encore des origines malignes telles qu'un lymphome, donc, ou alors une métastase d'un carcinome. Et ça, bien entendu, ça s'oriente, on travaille avec nos confrères médecins. Également les lithiases. Maintenant, on revient à la pathologie donc, que l'on rencontre le plus souvent, donc les lithiases intraglandulaires ou sous-maxillaires. Donc là, je reviens à l'échographie que j'ai citée tout à l'heure. Une simple échographie va vous donner le diagnostic
donc différentielle, où ça laisse comprendre qu'il s'agit d'une lithiase et non pas d'une adénopathie, pardon, ou d'un problème osseux de type ostéome, par exemple. Alors, les odontomes, c'est ce qu'on voit assez souvent, une image typique radio opaque, entourée d'un petit halo radio clair. On le voit ici, sur un deuxième cas ici. Alors ici, on a une image radio opaque, donc avec cette image qui est accolée, donc cette lésion qui est accolée à la racine, c'est typique du sémentome vrai ou du sémentoblastome. Et l'histologie est là pour nous le démontrer. Donc on a également, assez souvent, une image radio claire tout autour de la lésion. Un autre cas, ici, il s'agit donc soit d'un sémentome vrai ou d'un ostéoblastome ou d'une dysplasie ostéosémentaire. À partir du moment où la lésion est non accolée à la racine, on va plutôt parler de dysplasie ostéosémentaire. On le voit ici, on le voit mieux au niveau du scanner. La lésion blanche, donc l'image radio opaque, la lésion radio opaque n'est pas accolée à la dent. Et là, on a un contrôle à 8 mois avec une réossification complète et une guérison complète. Voyons donc sur cette image cette lésion radio opaque. Il s'agit d'un ostéome central, un odontome ou un sémontome. On va pencher plus vers l'ostéome central. On va évoquer ces trois diagnostics. Sur cette image, nous avons un ostéome périphérique, on le voit très clairement ici au niveau de la zone basilaire. Les images mixtes maintenant. On a ici un fibrosémentome ossifiant, fibrodontome améloblastique. Donc, c'est une image radioclaire uniloculaire bien délimitée dans un premier temps au début. Puis après, avec le temps, donc cette image va se remplir de calcification. Et là, c'est une radio qui a été prise à un stade avancé de ce fibrome odonto-améloblastique ou de ce fibrome sémento-ossifiant. Anam, oui. Je pense que les 30 minutes sont... se sont écoulées. Oui. D'accord, eh bien, on va arrêter. Alors, on va arrêter là. Vous pouvez terminer, docteur. J'espère qu'il ne vous reste pas... Il ne reste pas grand-chose. Il me reste juste à voir les pathologies malignes. Mais il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs, on n'en a pas beaucoup dans notre consultation. Donc, on va voir les images en faveur de l'agressivité. Alors, quelles sont les images en faveur de l'agressivité? Nous avons l'irrégularité de l'image, les flous des bords, absence des lignes bordantes, aspect de dents flottantes. Nous avons également les ruptures corticales et l'envahissement ou l'infiltration des parties molles. Voilà ici, par exemple, un exemple de carcinome métastatique suite chez un patient une patiente aux antécédents de tumeur du sein, donc douleur importante, ne cédant pas aux antalgiques. La patiente est édentée de longue date. On voit ici, au niveau de la mandibule côté droit, une lésion à peine on la distingue à peine au niveau de la panoramique, et pourtant, au niveau du scanner, on a une lise osseuse très importante avec une rupture corticale au niveau vestibulaire et au niveau lingual. Deuxième cas, c'est une métastase maxillaire d'un mélanome. On voit une discrète aussi image radioclaire au niveau du secteur molaire en haut ici à gauche. Et on a au niveau clinique un bourgeonnement. Donc là, c'est clairement une métastase vu l'historique du malade, bien entendu. Également sur cette image, la même chose, on a cette image un petit peu mitée, donc c'est une radio claire avec un aspect imité, avec des signes de lésion, donc d'agression du nerf alvéolaire avec des hypoesthésies. Et vu les antécédents du malade ou de la patiente, on va pencher au diagnostic de métastase mandibulaire. Là, on a une tumeur maligne très très importante. On voit clairement l'image caractéristique de la dent flottante, une fracture spontanée ici et des limites complètement imprécises. C'est flou, tout est flou, donc on n'a pas de limites précises. Donc là, il s'agit d'une tumeur maligne, bien entendu. La thérapeutique, ce n'est pas la peine, ce n'est pas le but du sujet, mais en clair, les thérapeutiques qui s'adressent aux tumeurs maxillaires, c'est en général une thérapeutique chirurgicale, à part les kystes inflammatoires où on peut éventuellement proposer une thérapeutique non chirurgicale telle que les traitements, les retraitements endodontiques, puis après, éventuellement, on peut passer à la chirurgie, soit la marsupialisation, énucléation, exérèse ou résection interruptrice selon l'âge, le degré d'atteinte, etc. Donc, pour finir, on va dire que la radiographie panoramique fait partie intégrante de l'arsenal diagnostique
et constitue une exploration essentielle, voire indispensable, dans la démarche diagnostique des pathologies maxillaires. La 3D est souvent demandée en deuxième intention et en complément de la panoramique devant une image mandibulaire, mais surtout au niveau maxillaire, puisqu'il y a beaucoup de superpositions, donc on a besoin de la 3D. Ne pas oublier la scintigraphie, ne pas oublier l'IRM, et le diagnostic exact, bien entendu, exige une évaluation corrélative des observations cliniques, radiologiques et histologiques. Le médecin dentiste sera rarement en mesure de prévoir, donc de pouvoir poser un diagnostic définitif, mais il doit être capable d'identifier les lésions suspectes afin de référer le patient chez un spécialiste. Voilà, ça a été un peu rapide, mais j'en ai terminé. Merci. Studio Schleuf, c'est à vous. Allumez votre webcam et votre micro, s'il vous plaît. Docteur Sardou? Le micro, s'il vous plaît. Donc, vous m'entendez là? Parfait. D'accord. Donc, Oui. docteur Aïd Moufaq, je vous remercie pour la conférence. Désolé pour le temps. Ça nous dépasse. Pour le débat, il y a une seule question Oui. que je vais vous la poser. Donc, c'est la question de docteur Drawa. Il voulait que vous décriviez l'image radiologique d'un lymphome au niveau du maxillaire supérieur. Oui. Aoudli, la question. Bon, la question était que vous voulez l'image radiologique d'un lymphome au niveau du maxillaire supérieur. L'image des lymphomes, c'est des images radioclaires. On a des images radioclaires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une lésion cancéreuse, vous allez avoir des images radioclaires, des images d'ostéo.